Gadel 24 News, il est 19h, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, agression sioniste criminelle contre l'Iran. Le ministère iranien de la Santé annonce la mort de 138 civils, dont une vingtaine d'enfants, entre vendredi et samedi. Face à cette escalade inédite, Téhéran annonce la fermeture de son espace aérien jusqu'à nouvel ordre. Objectif, assurer la sécurité de ses frontières. La diplomatie iranienne déclare insensé de maintenir les pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis. Le sultanat d'Oman, médiateur entre les deux parties, affirme que les pourparlers prévus dimanche n'auront pas lieu. Et puis Gaza, toujours à feu et à sang, au moins 35 Palestiniens ont été assassinés par les forces d'occupation sionistes ce samedi près d'un centre de distribution d'aide humanitaire. Et enfin, le Congrès national africain condamne la machine de propagande marocaine qui prétend faussement que l'Afrique du Sud pourrait envisager des changements dans la prétendue souveraineté du Merzen sur le Sahara occidental. Bonsoir à tous. 24 heures d'agression criminelle sioniste sans précédent toujours en cours sur l'Iran. Le ministère iranien de la Santé a annoncé ce samedi que le bilan s'élevait à 138 morts et des dizaines de blessés, dont une vingtaine d'enfants tués. Le ministère de la Santé avait initialement annoncé que 78 personnes avaient été tuées et 329 autres blessées lors des premières attaques vendredi à l'aube. La télévision d'État iranienne, citant des sources médicales officielles, a confirmé ce samedi matin la mort de 60 personnes, dont 20 enfants, dans une nouvelle attaque sioniste visant le complexe résidentiel de Jamran à Téhéran, alors que le processus de déblaiement des décombres est toujours en cours. Un bilan qui pourrait donc être revu à la hausse dans les prochaines heures. Et 3 nouveaux soldats des gardiens de la révolution de la province de Zanjan ont été tués ce samedi dans une nouvelle attaque sioniste. Il s'agit, selon l'agence de presse iranienne, de Hamid Tourmari, Akbar Azizi et Amir Khani, assassinés à environ 300 km à l'ouest de Téhéran. La télévision iranienne a également annoncé le meurtre de 2 commandants de l'état-major général des forces armées lors de l'agression sioniste contre le pays. Les scientifiques spécialistes du nucléaire font également partie des principales cibles de l'entité sioniste. Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, 3 scientifiques nucléaires iraniens ont été tués ce samedi, portant le bilan à 9 depuis le début de l'agression hier vendredi. L'agence a par ailleurs dévoilé l'identité des victimes. Il s'agit donc de Ali Al-Baqai Karimi, Mansour Askari As-Saïd Bourji, l'ancien chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, et le directeur de l'université islamique Azad de Téhéran ont également été assassinés par les forces sionistes. Et bien évidemment, l'Iran n'est pas prêt de rester silencieux face à ces agressions. Téhéran a annoncé avoir abattu ce samedi un certain nombre de drones sionistes qui étaient, selon la télévision d'État, en mission d'espionnage et de reconnaissance au-dessus du nord-ouest du pays. Je vous le disais tout à l'heure en titre, face à cette escalade inédite, l'espace aérien iranien restera fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a annoncé ce samedi un média d'État, l'objectif étant d'assurer la sécurité des frontières iraniennes.
Terrorisés par les attaques sionistes, les survivants iraniens racontent leur calvaire et expriment surtout leur colère, attendant une réponse ferme de la part de leur gouvernement pour venger les âmes de toutes les victimes. Sohila Kilal. Le toit affaissé de cette maison et les fenêtres explosées des habitations adjacentes témoignent de la violence du bombardement nocturne qui a frappé ce quartier résidentiel de Téhéran. Les frères Salhi et leur mère dormaient au moment de l'attaque. La puissance de l'explosion les a tirés de leur lit, penauds, croyant d'abord à une explosion de gaz. Un des frères a lui été projeté au plafond par la force du souffle. Nous dormions quand vers 3 heures du matin, nous avons entendu une explosion. Au début, nous avons cru à une explosion de gaz. Toutes les fenêtres étaient brisées. La fumée et la poussière remplissaient toute la maison. Nous ne pouvions plus respirer. Malheureusement, c'était un bruit terrible que je n'en avais jamais entendu d'aussi fort de ma vie. Le genre de scène qu'on ne voit qu'au cinéma. L'impact de l'explosion a été si violent que j'ai été projeté au plafond. L'état de la maison est sans dessus-dessous et ce n'est pas la seule du quartier à être dans cet état. Ce bombardement sioniste a fait naître un sentiment d'insécurité et d'injustice parmi les Téhéranais qui dénoncent une violation de l'intégrité territoriale iranienne et espèrent une réponse ferme des autorités de leur pays. Il s'agit d'une violation de notre terre. Tous les Iraniens sont furieux contre la lâcheté d'Israël. Ils sont déterminés à se venger, même s'ils doivent le faire à main nue. Nous attendons une réponse ferme et respectueuse de la dignité des Iraniens. S'ils frappent une fois, l'Iran devrait frapper 100 fois. Il faudrait qu'ils soient plus durement touchés que nous. Après Gaza, la Cisjordanie, le Liban, la Syrie et le Yémen, voilà que la machine de guerre sioniste tend ses tentacules à l'Iran. Il semble que le Premier ministre sioniste soit déterminé à aller jusqu'au bout de ses plans, embraser le Moyen-Orient et le plonger dans une spirale d'escalade. Une guerre généralisée signée Benyamin Netanyahou, qui sert de rempart ou de rideau de fumée à la politique de dépossession et d'annexation en cours dans les territoires palestiniens occupés. Côté sioniste, la défense civile a reconnu la mort de 3 colons et la blessure de 172 autres dans une riposte iranienne à l'agression sioniste sur le pays. L'agence Reuters a rapporté, citant des sources médicales locales, que le bilan provisoire fait suite à 5 séries de réponses aux missiles et de drones et qui ont visé toutes les zones des territoires palestiniens occupés, atteignant particulièrement la zone centrale de la ville occupée de Yafa, Tel Aviv, selon l'appellation de l'occupant. Et face à l'intensité des opérations de riposte iraniennes, l'entité sioniste a annoncé la fermeture de l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv jusqu'à nouvel ordre. Dans ce contexte, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu ce samedi un appel téléphonique de son homologue du sultanat de Oman, Badr el-Boussaidi. Cet appel intervient au lendemain de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur les retombées de l'agression sioniste contre la République islamique d'Iran. Les discussions entre les deux ministres ayant porté sur les développements inquiétants que connaît la région du Moyen-Orient. Les deux parties ont souligné à ce propos la nécessité de mobiliser tous les efforts internationaux permettant au Conseil de sécurité d'assumer pleinement son rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité sur les plans régional et international. La Tunisie a également fermement condamné l'agression sioniste contre l'Iran, soulignant qu'il s'agit d'une agression flagrante contre sa souveraineté et sa sécurité, ainsi que d'une violation flagrante des lois et des normes internationales. Le ministère tunisien des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué publié vendredi que l'agression brutale contre l'Iran constitue un nouveau chapitre dans la longue série de crimes et d'agressions répétées et continues commis par l'ennemi sioniste et une nouvelle preuve de sa persistance dans son arrogance et sa politique agressive.
Dans le même sillage, le président vénézuélien Nicolás Maduro a fermement condamné les attaques sionistes contre l'Iran, appelant, je cite, à mettre fin à cette folie. Des propos tenus vendredi lors d'une réunion télévisée avec des gouverneurs et des ministres à Caracas. Naciones Unidas ha permitido el bombardeo y la destrucción de Beirut y del Líbano. Les Nations Unies ont autorisé les bombardements et la destruction de Beyrouth et du Liban. Elles ont autorisé les bombardements et la destruction de la Syrie. Elles autorisent chaque jour les bombardements du peuple arabe du Yémen. Et maintenant, elles détournent le regard. Que dit Berlin? Que dit Paris? Que dit Londres? Que dit Washington? Continueront-elles à soutenir l'Hitler du XXIe siècle qui attaque aujourd'hui le peuple noble et pacifique de la République islamique d'Iran? Eh bien, je dis que le peuple bolivarien, humaniste et pacifique du Venezuela dit non à la guerre. Il faut mettre un terme à cette folie. Et alors que l'Iran subit des attaques d'une ampleur inédite, les États-Unis, eux, proposent de poursuivre les pourparlers sur le nucléaire, une proposition jugée insensée par Téhéran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré ce samedi, je cite, qu'il n'y avait pas de sens à ce que l'Iran maintienne le dialogue à ce sujet avec le plus grand soutien et complice de l'agresseur, tant que l'agression du régime sioniste contre la nation iranienne ne cessera pas. Amman, qui joue le rôle de médiateur entre les deux parties, a d'ailleurs affirmé ce samedi que les pourparlers prévus dimanche n'auront pas lieu à cette date. Et dans les rues de Téhéran, les Iraniens partagent amplement la position de leur gouvernement. Pour eux, les pourparlers avec Washington sur le nucléaire n'ont pas lieu d'être. Amalam Zenzitouni. Les pourparlers prévus demain entre l'Iran et les États-Unis sont sur toutes les langues à Téhéran. Les Iraniens ont des opinions mitigées sur la question de savoir si leur pays devrait tenir ou non ces pourparlers avec les États-Unis à Oman sur le programme nucléaire de Téhéran. Cette 6e série de négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran devrait se tenir dimanche 15 juin à Mascate, mais il n'est pas certain qu'elle puisse avoir lieu après les dernières frappes sionistes sur l'Iran. Beaucoup d'Iraniens sont sceptiques à ce sujet. Parce que nous ne concluons pas d'accord avec eux, ils ont toujours été fourbes et malveillants. Ils ont toujours manqué à leurs paroles, eux qui prétendent vouloir des négociations qui devraient rentrer dans une nouvelle phase demain. Ils n'ont pas hésité à mettre notre cher pays en feu. Je ne pense pas que des négociations auront lieu et honnêtement, je pense qu'il vaut mieux qu'il n'ait pas lieu. L'Iran a déclaré vendredi que le dialogue avec les États-Unis sur le programme nucléaire de Téhéran était dénué de sens après la plus grande frappe militaire jamais menée par l'entité sioniste contre l'Iran, accusant Washington de soutenir l'attaque. Washington a nié cette accusation et a déclaré à Téhéran au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il serait sage de négocier sur son programme nucléaire. Une position que partagent beaucoup d'Iraniens. On dirait qu'il devrait déjà arrêter. À un moment donné, ce jeu doit prendre fin. Le mieux est qu'il négocie et mette un terme une bonne fois pour toutes. L'issue des négociations doit être claire, afin que nous sachions ce qui va se passer et ce qu'il prévoit de faire. Cela ne peut pas continuer ainsi. Si les choses continuent ainsi, à mon avis, l'Iran devrait apporter une réponse ferme et encore plus ferme à Israël. Les forces sionistes ont mené vendredi des raids aériens massifs sur l'Iran, ciblant des sites nucléaires et tuant plusieurs hauts gradés de la République islamique et des dizaines de civils selon Téhéran. L'Iran a riposté en lançant des drones vers les territoires occupés. Le pays nie que son programme d'enrichissement d'uranium et d'autres fins que civiles, rejetant les allégations sionistes selon lesquelles il développerait secrètement des armes nucléaires. Et du côté de Gaza, la situation est loin de s'apaiser. Les raids d'agression sionistes se multiplient et la liste des martyrs victimes de ce génocide ne cesse de s'allonger.
Le bilan s'est alourdi ce samedi à 55 297 morts et 128 426 blessés, dont une majorité, il faut le rappeler, madame, monsieur, sont des enfants et des femmes. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 90 martyrs et 605 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Raza au cours des dernières 48 heures. Le piège s'est renfermé une nouvelle fois sur les civils affamés qui tentaient de récupérer des aides humanitaires. Au moins 35 Palestiniens ont été assassinés ce samedi après que les forces d'occupation sionistes aient ouvert le feu sur eux près d'un site de distribution d'aide. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu'au moins 274 civils sont tombés en martyrs et plus de 2000 autres ont été blessés près des sites de distribution d'aide humanitaire depuis que la Fondation humanitaire de Raza a commencé ses opérations dans la bande. Dans une Raza dévastée par un génocide, l'accès à l'information devient une bataille à part entière. Le blackout numérique imposé isole, rend invisible la souffrance et surtout étouffe les voix des journalistes. Pourtant, chaque jour, ils luttent pour faire passer la vérité au-delà du siège. Maria Chouillard. Au moment où le génocide fait encore rage à Raza, une autre bataille se joue dans l'ombre, celle de l'information. Privés d'accès à Internet, les journalistes peinent à relayer ce qui se passe sur le terrain. Dépendant d'une connexion limitée et instable, ces correspondants sont coupés du monde. Ils sont contraints à se rendre chaque jour dans des zones précises pour tenter d'envoyer leur matière aux chaînes de télévision et voir ce qui se passe à l'extérieur de leur territoire assiégé. Nous n'avons plus accès à Internet non seulement dans la ville de Raza et dans le nord, mais aussi au sein des régions centrales et celles du sud. Nous venons ici tous les jours pour communiquer avec nos chaînes et envoyer des nouvelles avec des cartes eSIMs qui fonctionnent mais sont très faibles. Ce blackout numérique masque la réalité du terrain et complique le travail de ces journalistes, pourtant essentiels pour témoigner et informer. Sans Internet, la bande de Raza est pratiquement paralysée. Nous, journalistes, venons ici au port de Raza pour transmettre nos contenus. Cela nous prend 3 à 4 heures juste pour envoyer nos reportages. Le soleil tape fort et nous n'avons pas d'électricité pour recharger nos téléphones. Tout est limité ici. Dans des conditions extrêmes, les journalistes s'accrochent à leur mission, libérer l'information et faire entendre la voix de Raza et des Razaouis, même quand tout est fait pour isoler l'enclave palestinienne du reste du monde. En Cisjordanie occupée, un confinement imposé par l'entité sioniste se poursuit pour le 2e jour consécutif dans plusieurs gouvernorats, fermant les entrées de plusieurs villes et villages à l'aide de portes en fer et de monticules de terre. Nous sommes tous les enfants de Raza, c'est ce qu'on a pu entendre ce samedi dans des manifestations en soutien à la cause palestinienne un peu partout dans l'Hexagone, notamment dans la capitale, Paris, où ils étaient des milliers à défiler pour exiger la fin de cette agression génocidaire et pour dénoncer l'impunité internationale dont jouit l'entité sioniste. Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Like mice, march in the streets when your people get hit. Palestina! Dossier sahraoui, le Congrès national africain a suivi avec dédain la désinformation récemment propagée par un article du journal international d'information marocaine qui prétend faussement que l'Afrique du Sud pourrait envisager des changements dans la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il ne s'agit là que d'une invention pathétique d'une monarchie déterminée à blanchir son occupation illégale de la dernière colonie d'Afrique. Le parti a affirmé sans équivoque le soutien révolutionnaire de l'Afrique du Sud à la République arabe sahraoui démocratique et au Front Polisario est inébranlable.
fondée sur des principes historiquement justes. Notre politique n'est pas une politique étrangère de complaisance, c'est une politique de solidarité, forgée dans les tranchées des luttes de libération de l'Algérie à Cuba, de la Palestine à la Namibie, de l'Angola à l'Afrique du Sud. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud a également réfuté les tentatives du Merzen d'hériter de la lutte historique de Nelson Mandela en affirmant qu'il avait été formé au Maroc, soulignant que c'était le Front national de libération algérien qui avait formé le symbole de la lutte africaine contre l'apartheid. Nous rejetons avec mépris le mensonge selon lequel le Maroc aurait formé le président Nelson Mandela. Ces allégations constituent une insulte à la mémoire de Madiba et une déformation de l'histoire. Le président Mandela a été formé par le Front de libération nationale algérien, un mouvement fraternel de libération qui a accueilli des cadres de l'ANC par solidarité internationaliste progressiste et non par faveur impérialiste marocaine. Le FLN disposait d'une présence logistique au Maroc, mais le Maroc, l'État en tant qu'institution, n'a ni formé ni soutenu le mouvement de l'ANC. Aucun défenseur n'oserait tenter d'hériter rétroactivement notre lutte. L'ANC rappelle également que le soutien au peuple du Sahara occidental n'est pas un geste sentimental, mais plutôt une obligation morale et un devoir de conscience. Le Congrès national rappelle à tous ceux qui veulent bien l'écouter, comme à ceux qui font semblant de ne pas l'écouter, que notre soutien au peuple du Sahara occidental n'est pas un geste sentimental, mais plutôt une obligation morale et un devoir de conscience. L'autodétermination du peuple sahraoui est inscrite dans le droit international, la Charte des Nations Unies et les principes fondateurs de l'Union africaine. Comme l'a déclaré le président Mandela en 1997, la lutte du peuple sahraoui est notre lutte. La dernière colonie d'Afrique doit être libérée. Nous mettons en garde le continent africain contre le piège d'une diplomatie transactionnelle. Nous appelons à la vigilance face aux marionnettes du changement de régime, aux campagnes de désinformation et à la légitimation rampante du colonialisme de notre vivant. Intempéries, les équipes de secours ont découvert ce samedi de nouvelles victimes des inondations qui ont frappé la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud plus tôt dans la semaine, portant le bilan à au moins 86 morts. Parmi les personnes décédées figurent au moins 6 enfants et 3 adultes qui se trouvaient dans un bus scolaire emporté par la crue. 3 étudiants ont été secourus après s'être accrochés à des arbres. Au Maroc, le président de l'Association pour la protection de l'argent public, Mohamed El Ghaloussi, a confirmé que le tremblement de terre d'Al Houz était un butin et du pain béni pour les corrompus qui prospèrent en investissant sur les crises internes. Lors d'une conférence de presse vendredi, Mohamed El Ghaloussi a accusé le ministère marocain de l'Agriculture de conclure des accords avec des associations douteuses pour aider les agriculteurs touchés à se reconstruire sans pour autant apporter de soutien à ces personnes, indiquant que la corruption est florissante dans le pays et qu'il existe de nombreuses failles juridiques et que les corrompus bénéficient toujours de l'impunité. Il y a des gens qui sont experts dans le commerce en temps de crise, des marchands de crise, des sanguinaires. Ce sont là les accords obtenus après le séisme, durant lequel les gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. Le ministre de l'Agriculture a conclu un accord avec l'association dont nous parlons. Nous ne savons pas exactement pourquoi précisément cette association. L'accord du 20 juin 2023 concerne la réorganisation du secteur qui ressemble à un grand bidonville qu'on n'arrête pas de reconstruire à chaque fois. Autant que Marocains, avons-nous des preuves que cet argent est parvenu à ces gens? Avons-nous les listes que ces personnes détenaient? Nous avons les sommes dépensées, soit 122 millions de dirhams. Savez-vous quand la corruption prospère, ces comptes, ces voies sont nombreuses. Conflit en Ukraine, Moscou et Kiev ont procédé ce samedi à un nouvel échange de prisonniers de guerre dans le cadre des accords conclus
par les deux parties à Istanbul au début du mois. La Russie a également remis les corps de 1200 soldats ukrainiens morts à Kiev et reste toujours dans l'attente de recevoir les soldats russes morts sur le front. Nouvelle mise à jour, le bilan provisoire de l'accident du Boeing 787 d'Air India qui s'est écrasé jeudi après son décollage d'Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde à destination de Londres est passé à 279 ce samedi selon des sources policières. Un total donc de 279 corps ou morceaux de corps ont été acheminés à l'hôpital de la ville depuis la catastrophe. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur L24 News. À demain.